Dès 1790, l'écrivain britannique Edmund Burke avait prévu que la révolution finirait par le sabre. C'est en fait la dictature qui pourrait protéger les révolutionnaires de ce qui les menace, d'une part les révoltes, mais aussi les élections. Et qui portera ce sabre? Eh bien, il y a à l'époque un porteur de sabre un peu encombrant qui s'appelle Bonaparte. Bonaparte s'est couvert de gloire en Italie, mais si victoire n'était pas prévue, il s'agissait d'une opération de diversion. Ce sont les armées de Moreau et Jourdan qui visaient Vienne qui devaient remporter la victoire. Ils ne l'ont pas remportée. Et Bonaparte est couvert de gloire et il sait parfaitement orchestrer cette gloire. Il va donc falloir tenir compte de lui. Dans un premier temps, le Directoire veut se débarrasser de Bonaparte. D'autant plus que Barras a des tendresses pour sa femme. Le Directoire va donc financer pour lui l'expédition d'Égypte. En 1798, 55 bâtiments de guerre et 280 bateaux de transport partent de Toulon. Ils embarquent 38 000 hommes et des centaines de savants, d'écrivains et d'artistes. Cette flotte passe au large de l'île de Malte et le général Belgrand de Vaubois en profite pour s'en emparer. Elle appartient à l'époque à l'ordre de Malte lui-même. Et ensuite, elle débarque à Alexandrie. Et c'est là qu'a lieu la bataille des Pyramides qui oppose les Français aux Mamelouks. Les Mamelouks sont des esclaves au service du bey d'Égypte. Ils étaient déjà là du temps de Saint-Louis, puisque c'est eux qui avaient fait prisonnier Saint-Louis à Mansoura. Mais les charges furieuses de ces Mamelouks se brisent contre les carrés de l'infanterie française. On raconte quelquefois que c'est au cours de cette bataille que le nez du sphinx de Gizeh a été brisé. En réalité, il avait été brisé par un iconoclaste musulman dès le XIVe siècle. Malheureusement, quelques jours après cette victoire, l'amiral Nelson détruisit la flotte française en rade d'Aboukir. Les Français restèrent donc en Égypte, dont ils ne pouvaient plus partir. Et Bonaparte se mit en marche à travers le désert du Sinaï. Il souhaitait attaquer directement la puissance du sultan de Constantinople, qui est le maître théorique de l'Égypte. Mais il perdit beaucoup d'hommes en chemin, et il fut arrêté devant Saint-Jean d'Acre, où il y eut la bataille du Mont Tabor. Et l'armée française se trouva bloquée à Jaffa. Là, pour passer le temps, Bonaparte ordonna d'exécuter 4000 prisonniers de guerre, d'abord à coups de fusil, puis ensuite à coups de baïonnette, c'est moins cher. C'est un peu plus long. Et à Jaffa également, l'armée française fut victime d'une épidémie de peste. Il y a un magnifique tableau qui représente la visite de Bonaparte à ces pestiférés. En réalité, ces pestiférés étaient dans un lazaret, et Bonaparte demanda au docteur Desgenette, le médecin en chef des armées, de leur donner un petit médicament qui les aiderait à passer de vie à trépas, ce qui simplifierait bien les choses. Mais le docteur Desgenette pensait, ce qu'on pensait à l'époque, que les médecins étaient d'abord faits pour soigner et non pas pour tuer. Il refusa donc d'accéder à cette demande. Ayant subi de lourdes pertes, l'armée française retourna au Caire, où eut lieu la deuxième bataille d'Aboukir. Cette fois une bataille terrestre qui fut la dernière victoire de cette campagne d'Égypte. La situation n'était donc pas fameuse en Égypte, mais ce qui intéressait surtout Bonaparte, c'est la situation en France. Il était au courant des événements politiques, et il décida d'abandonner sur place son armée, ce que fait n'importe quel commandant en chef, bien entendu. Il partit en secret en laissant le commandement à Kléber. Et celui-ci, quelque temps plus tard, fut d'ailleurs assassiné. On ne versera pas de larmes sur ce général, qui était une brute épaisse et qui avait été le bourreau de la Vendée. Néanmoins, son assassin fut empalé selon les coutumes locales. Il faut toujours respecter. Puis l'armée française dut accepter une capitulation humiliante. Et néanmoins, les restes de l'expédition furent rapatriés par les Anglais. On peut les remercier quand même. Ceux-ci en profitèrent néanmoins pour garder Malte pour eux et pour s'emparer de la pierre de Rosette qui avait été découverte dans le delta du Nil et qui plus tard servira à Champollion pour déchiffrer les hiéroglyphes. Le plus beau résultat de cette expédition fut néanmoins un magnifique ouvrage qui fut publié en plusieurs années, la description de l'Égypte. Il y eut aussi le style Retour d'Égypte, un style de mobilier qui fut à la mode à l'époque, et l'intérêt pour l'Égypte est resté dans l'esprit des Français, jusqu'à nos jours. La nouvelle de la destruction de la flotte française à Aboukir avait permis à l'Angleterre de retrouver des alliés. Elle forma donc une deuxième coalition. D'autant plus que depuis le traité de Campo Formio, la France avait fondé des républiques sœurs un petit peu partout. La République parthénopéenne à Naples, la République helvétique en Suisse, car les révolutionnaires avaient même attaqué la Suisse, et la République romaine en Italie. Pour cela, on avait été conduit le pape, il avait été arrêté et conduit en France, il mourut à Valence en 1799, c'était le pape Pie VI. Et cette deuxième coalition réunit bien entendu l'Angleterre, l'Autriche, l'Empire ottoman, le royaume des deux Siciles, quelques princes allemands et aussi la Suède. Sans oublier la Russie, le tsar envoya une armée commandée par Souvorov. Et ainsi les Français perdirent toute l'Italie. Mais la situation fut sauvée par la victoire de Masséna à Zurich contre les Russes en 1799, ainsi que par la victoire de Brune en Hollande, qui fit capituler un corps anglo-russe débarqué dans ce pays. Les conquêtes sont perdues, mais la situation militaire est sauvée.
Sur ces entrefaites, le 9 octobre 1799, Bonaparte, qui a traversé dans ce petit bateau toute la Méditerranée, débarque à Fréjus. Malgré la perte des conquêtes, la situation militaire est rétablie, mais la situation politique reste tendue. Il y a de nombreuses insurrections, aussi bien royalistes que jacobines. Et le directoire de 5 membres est en proie à des dissensions internes. Les anciens thermidoriens, ainsi que les directeurs Sieyès et Ducos, voudraient un renforcement du pouvoir exécutif. Pour se protéger contre les insurrections, pour se protéger aussi contre les élections. L'homme fort du moment aurait dû être Barras, mais la popularité de Bonaparte les obligeait à se servir de lui. Cette popularité, Bonaparte sait la cultiver. Chaque fois qu'il arrive quelque part, la première chose qu'il fait, c'est de faire imprimer un journal qui chante ses louanges. Il n'y a pas manqué en Égypte, où il publiait le Courrier de l'Égypte. Un coup d'État est donc en vue, mais il faudrait préserver les apparences de la légalité. Dans ce but, le 18 Brumaire, c'est-à-dire le 9 novembre 1799, 3 directeurs sur 5 se démirent. Il s'agissait de Ducos, Sieyès et l'inévitable Barras. Et on annonça qu'une conspiration se tramait. Quand on conspire, le mieux c'est d'accuser les autres de conspirer. Et pour préserver le Conseil des 500 de cette conspiration fantomatique, on le transporta les députés à Saint-Cloud, dans l'ancien château du duc d'Orléans. Et le général Bonaparte fut nommé commandant militaire de Paris. Mais le 19 Brumaire, un certain nombre de députés commencèrent à se poser des questions. Et ils sommèrent Bonaparte de s'expliquer. Où est cette fameuse conspiration? Or, par un heureux hasard, le président du Conseil des 500 n'était autre que Lucien Bonaparte, le frère de Napoléon. Et celui-ci fit chasser les députés mécontents par les grenadiers du corps législatif, ceux-mêmes qui étaient censés protéger ces députés. Et on vit ces représentants du peuple s'enfuir, y compris par les fenêtres, dans un grand froissement de toges. Ce fut très élégant. Et les députés qui restaient confièrent le pouvoir à 3 consuls provisoires, qui étaient Bonaparte, Sieyès et Ducos. Ces 2 derniers seront remplacés plus tard par Cambacérès et Lebrun. Bonaparte, c'est le premier consul. Les 2 autres sont là pour faire joli, et en effet, c'est très élégant. Et on rédigeait une nouvelle constitution, plutôt elle fut rédigée sous la dictée de Bonaparte. C'est la constitution de l'an 8. Elle fut approuvée par un plébiscite, c'est-à-dire un référendum qui recueillit 3 millions de voix favorables. Mais en réalité, il y eut 7 millions d'abstentions. Ce n'est donc pas l'enthousiasme. Néanmoins, cette constitution fut appliquée dès le 25 décembre 1799. Joyeux Noël. Tout le pouvoir exécutif est confié au premier consul, Bonaparte. C'est lui qui propose les lois, c'est lui qui les promulgue. Il y a des assemblées, mais comme leur rôle est très limité, pourquoi se priver? Il n'y en a pas moins de 4. Il y a d'abord le Sénat, qui compte 80 membres, qui sont nommés par le pouvoir exécutif, c'est-à-dire le premier consul, c'est-à-dire Bonaparte. Ces sénateurs sont nommés à vie et ils discutent les lois sans les voter. Ils discutent. Il y a ensuite le tribunat qui compte 100 membres, qui sont nommés sur une liste de notabilité nationale établie bien entendu par le premier consul. Et ce tribunat a pour mission de présenter les lois aux 300 membres du corps législatif. Voici une loi, merci beaucoup. Et ce corps législatif accepte les lois ou les rejette, mais il ne les discute pas. L'heure n'est pas à les discussions. Et il y a enfin le Conseil d'État qui donne une forme juridique aux lois et aux décrets voulus par le premier consul. Depuis la mort du roi, on est donc passé du pouvoir de toute une assemblée, en fait pris en main par des comités non élus, au pouvoir de 5 directeurs, puis de 3 consuls qui en fait n'en font qu'un. Et jamais autant de pouvoir n'avait été concentré en France entre les mains d'un seul homme. Ça valait le coup de faire la révolution.